Vous savez, à 71 ans, je croyais comprendre le poids du sacrifice. J'avais élevé 3 enfants, enterré un mari et traversé plus de tempêtes que je ne voudrais en compter. Mais rien ne m'avait préparé au moment où mon propre fils me regarderait dans les yeux et me tendrait une facture de loyer. Laissez-moi commencer par le début, car cette histoire ne parle pas vraiment d'argent, de biens, ni même de trahison familiale. Il s'agit de quelque chose de bien plus précieux, le moment où l'on décide que l'on vaut plus que les miettes que les autres sont prêts à nous donner. Il y a 3 ans, mon fils Antoine m'a appelé d'une voix désespérée. Sa femme Sophie était tombée dans une profonde dépression après la naissance de leur deuxième enfant, et la petite Emma, 4 ans seulement, luttait contre le chaos familial. « Maman, a-t-il dit, utilisant le prénom d'enfance qu'il avait abandonné depuis longtemps, on a besoin de toi. » Ces 3 mots ont fait fondre toute résistance que j'aurais pu avoir. Je vivais plutôt bien dans mon petit appartement à Lyon, entretenant mon jardin sur mon balcon et retrouvant des amis pour un café au bistrot du coin. Mais la famille appelle, et on répond. C'est notre métier, non? Alors, j'ai emballé ma vie dans 3 valises et emménagé dans leur sous-sol. Ce n'était pas glamour, un débarras aménagé avec une seule fenêtre donnant sur la clôture du voisin. Mais je me suis dit que c'était temporaire, juste le temps que Sophie se sente mieux, juste le temps que les enfants s'adaptent. Les premiers mois ont été intenses. Sophie quittait à peine sa chambre, et Antoine se noyait entre son nouveau café et les exigences de 2 jeunes enfants. Je suis intervenue comme le font les grands-mères, discrètement, complètement, sans compter. Je me levais à 5h30 chaque matin pour préparer le petit déjeuner pour la famille. J'accompagnais Emma à l'école et la récupérais, l'écoutant bavarder sur sa maîtresse et ses amis. Je berçais bébé Lucas pendant ses soirées de coliques, arpentant la cuisine en fredonnant les mêmes berceuses que j'avais chantées à Antoine 30 ans plus tôt. La lessive, la cuisine, le cycle interminable de la vaisselle, je m'occupais de tout. Quand Sophie sortit enfin de son obscurité, elle parut surprise de constater que tout se déroulait si bien. « Oh, tu es toujours là », dit-elle un matin, comme si j'étais une invitée qui aurait abusé de son hospitalité. Mais Antoine semblait reconnaissant. Il m'embrassait sur le front avant de partir travailler et m'apportait parfois de petits cadeaux, une viennoiserie de son café, un magazine du tabac. Je chérissais ces moments, ces petites marques de reconnaissance. Son café, le jardin secret, était son rêve depuis son enfance. Il avait trouvé l'emplacement idéal dans le vieux quartier, un espace charmant avec des murs en pierres apparentes et des fenêtres qui captaient parfaitement la lumière du matin. Il avait travaillé 16 heures par jour pour le créer, et j'étais fier de son dévouement. Ce qu'il ignorait, ce que je ne lui avais jamais dit, c'est que le café de ses rêves se trouvait sur un terrain qui m'avait été confié des décennies plus tôt. Voyez-vous, dans les années 80, j'avais travaillé comme comptable pour M. Bernard, un homme âgé qui possédait plusieurs propriétés dans le vieux quartier. Il a été gentil avec moi pendant une période difficile de ma vie, lorsque le père d'Antoine venait de mourir et que l'argent était extrêmement serré. M. Bernard me payait équitablement, et plus important encore, me traitait avec respect alors que le monde était déterminé à me rendre invisible. À sa mort, son avocat m'a convoqué à son bureau. Je m'attendais peut-être à un petit souvenir, peut-être à un mois de salaire. Au lieu de cela, il m'a remis des documents qui m'ont coupé le souffle. Monsieur Bernard m'avait laissé une participation majoritaire dans 3 propriétés, dont l'immeuble où se trouvait désormais le jardin secret. Pourquoi? Ai-je demandé à l'avocat en serrant les papiers. Il ajusta ses lunettes et sourit. Monsieur Bernard a dit que vous étiez la seule personne à vous interroger sur ses petits-enfants, alors que d'autres ne s'intéressaient qu'à son testament. Il a dit que vous le voyiez comme une personne, pas seulement comme un propriétaire. J'étais bouleversé. Ces propriétés généraient des revenus locatifs modestes, suffisants pour vivre confortablement, mais pas assez pour me sentir riche. J'ai décidé de taire l'héritage, utilisant ces revenus pour aider mes enfants à l'université, et plus tard, pour profiter de petits luxes à la retraite. Quand Antoine a trouvé l'emplacement idéal pour son café, j'aurais dû le lui dire. Mais il était si fier, si déterminé à réussir seul. Il a négocié avec la société de gestion immobilière, ignorant que ses loyers me reviendraient finalement. Je me suis dit que je protégeais sa fierté, mais peut-être protégeais-je autre chose, la joie de le voir s'épanouir sans le poids compliqué des obligations. Pendant 2 ans,
J'ai vécu dans ce sous-sol, prenant soin de sa famille, tout en contribuant secrètement au financement de son rêve. J'ai vu Emma grandir, passant d'une enfant confuse de 4 ans à une enfant confiante de 6 ans qui m'appelait « grand-mère » et m'apportait des pissenlits du jardin. J'ai vu Lucas faire ses premiers pas dans mes bras, je l'ai regardé babiller ses premiers mots tandis que je lui mettais de la purée de carottes dans la bouche. Sophie s'est progressivement rétablie, mais elle ne s'est jamais vraiment attachée à moi. J'ai compris, avoir sa belle-mère au sous-sol n'est pas le rêve de toutes les femmes. Mais j'ai essayé d'être serviable sans être intrusive, présente sans être envahissante. Antoine semblait s'habituer à considérer ma présence comme acquise. Les baisers matinaux se sont espacés, les petits cadeaux ont disparu. Quand des amis l'interrogeaient sur sa réussite, il parlait de son travail acharné, de sa vision, de ses sacrifices. Il n'a jamais mentionné la grand-mère qui avait renoncé à son indépendance pour maintenir sa famille unie. Mais je me suis dit que c'était normal. Les enfants ne doivent pas de gratitude à leurs parents pour l'amour qu'ils leur donnent gratuitement. Je faisais ce que font les mères, ce que font les grands-mères. On donne, et on ne compte pas. Jusqu'au matin où il m'a remis cette facture. C'était un mardi de mars, un de ces jours gris où le printemps ressemble à une promesse non tenue. Je préparais le déjeuner d'Emma quand Antoine est entré dans la cuisine, le visage sévère et gêné. « Maman, il faut qu'on parle, dit-il, et quelque chose dans sa voix me fit raccrocher le sandwich que je préparais. Il posa un morceau de papier sur le comptoir, entre nous. Il était imprimé sur du papier à en-tête, le jardin secret, officiel et froid. Facture pour un logement en sous-sol, disait-il. Loyer mensuel, 600 €. Date limite, 1er avril. Je fixai le papier, relisant les mots encore et encore, comme s'ils pouvaient se réorganiser pour former quelque chose de logique. Qu'est-ce que c'est? Antoine croisa les bras, évitant mon regard. Sophie et moi, on a discuté. Tu es ici depuis 2 ans, et, eh bien, il est temps d'officialiser l'arrangement. Si tu veux vivre ici, tu dois contribuer financièrement. La cuisine me parut soudain trop petite, trop lumineuse. Contribuer financièrement, répétai-je. Antoine, je me suis occupé de tes enfants, j'ai fait le ménage, je t'ai préparé à manger. J'ai renoncé à mon appartement, à mon indépendance, à toute ma vie pour t'aider. Il haussa les épaules, et ce geste, si dédaigneux, si désinvolte, me blessa plus profondément que n'importe quel mot. C'était ton choix. Personne ne t'a forcé à venir vivre ici. Tu m'as appelé en pleurant, dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Tu as dit que tu avais besoin de moi. C'était il y a 2 ans. Les choses ont changé. Je pris la facture d'une main tremblante. 600 €, soit près de la moitié de ma retraite. Et si je ne peux pas payer ça? Pour la première fois, il me regarda droit dans les yeux, et ce que je lus dans ses yeux était pire que de la colère. C'était de l'indifférence. Alors il va falloir que tu trouves un autre logement. Le sandwich était resté oublié sur le comptoir tandis que je me dirigeais vers ma chambre au sous-sol et fermais la porte. Je m'assis sur le lit étroit que j'avais acheté de mes propres deniers et fixai l'unique fenêtre qui avait été mon seul point de vue sur le monde pendant 2 ans. J'envisageais de le rappeler à l'étage, de lui expliquer que je ne pouvais pas me permettre de payer 600 € en plus de mes propres dépenses. J'ai pensé à le supplier, à lui rappeler toutes les nuits blanches passées avec Lucas, les coliques, les sorties à l'école, les devoirs et les genoux écorchés que j'avais mieux embrassés. Mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être était-ce la fierté, ou peut-être la soudaine et limpide compréhension que je m'étais porté volontaire pour ma propre dévalorisation. Au lieu de cela, j'ai refait mes 3 valises. Emma m'a trouvé alors que je fermais la dernière. « Où vas-tu, grand-mère » Je me suis agenouillé à sa hauteur, lissant ses boucles sauvages. « Je vais trouver un nouvel endroit où vivre, ma chérie. » « Mais pourquoi? Tu ne nous aimes plus? » La question a failli me briser. Je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. Mais parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Elle s'est mise à pleurer, et je l'ai serrée contre moi, respirant l'odeur de son shampoing et la légère odeur de poussière de cour de récréation qui collait toujours à ses vêtements. Antoine est apparu dans l'embrasure de la porte. « Tu pars vraiment? » « Tu m'as donné une facture, dis-je simplement. C'est moi qui y réponds. Il remua, mal à l'aise.
Je ne pensais pas que on pourrait trouver un arrangement. Non, dis-je en me levant et en soulevant ma valise. On ne peut pas. J'embrassai Emma et passai devant mon fils sans un mot. Sophie était dans la cuisine, faisant semblant de faire la vaisselle. Elle ne leva pas les yeux à mon passage. J'ai passé cette première nuit dans un hôtel économique près de la gare, le genre d'endroit où les murs sont fins et la moquette trop déchirée. Allongé dans ce lit inconnu, j'écoutais le bruit des trains et me demandais si je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Mais au matin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le silence d'un espace qui m'appartenait entièrement. J'ai commencé à chercher un petit appartement, quelque chose que je pourrais me permettre avec ma retraite. Le marché locatif était tendu et les propriétaires se méfiaient des locataires âgés. Après une semaine de refus, je commençais à paniquer quand je me suis souvenu des documents dans mon coffre-fort. J'avais oublié les propriétés, vraiment oublié. Vivant dans le sous-sol d'Antoine, je me sentais si dépendante, si reconnaissante des quelques bribes d'appartenance que je pouvais trouver, que j'avais en quelque sorte égaré le souvenir de ma propre sécurité. Assise dans le coffre-fort silencieux de la banque, j'ai ouvert le dossier que l'avocat de M. Bernard m'avait remis des années auparavant. Il y avait les actes notariés, les contrats de gestion immobilière, des décennies de relevés de loyers. Et là, souligné dans le dernier rapport, se trouvait l'adresse du jardin secret. Le café de mon fils était construit sur un terrain que je possédais. J'ai ri aux éclats dans cette salle de banque stérile. L'ironie était si totale, si absurde, qu'elle transcendait la douleur et prenait une toute autre dimension. La société de gestion immobilière fut surprise d'avoir de mes nouvelles. Madame Dubois, nous envoyons vos relevés à l'ancienne adresse. Nous pensions que vous aviez déménagé à l'étranger ou que vous étiez décédé. Ai-je suggéré sèchement. Le gérant, un jeune homme nerveux nommé Philippe, fouillait des papiers. Nous avons déposé vos revenus locatifs sur le compte que vous avez indiqué, mais nous n'avons pas eu de vos nouvelles depuis des mois. Nous commencions à nous interroger sur notre autorité pour continuer à gérer les biens. J'ai pris rendez-vous avec lui la semaine suivante. En attendant, j'ai continué mes recherches d'appartements et j'ai finalement trouvé un petit deux-pièces lumineux dans un quartier calme. C'était parfait, un endroit où je pouvais reconstruire ma vie à ma façon. La rencontre avec Philippe a été enrichissante. Le café marchait bien, m'a-t-il dit. Le locataire était fiable, payait toujours à temps et avait apporté plusieurs améliorations au lieu. Il m'a montré des photos de l'intérieur, les murs en pierres apparentes, le mobilier soigneusement choisi, le menu à l'ardoise écrit de la main d'Antoine. Il a construit quelque chose de magnifique, ai-je dit, surprise par l'admiration sincère dans ma voix. Philippe a hoché la tête. C'est l'un de nos meilleurs locataires. Très professionnel, très impliqué dans l'espace. Et les conditions du bail? Bail commercial standard, renouvelable annuellement. Il a été excellent pour l'entretien, très réactif en cas de problème. J'ai hoché la tête, assimilant l'information. J'aimerais apporter quelques modifications à la gestion de cette propriété. Bien sûr, madame. Que aviez-vous en tête? J'ai passé l'heure suivante à exposer mes nouvelles exigences. Philippe prenait des notes, haussant parfois les sourcils, mais sans jamais remettre en question mon autorité. Après tout, j'étais propriétaire. Le premier changement était simple. Je recevrais désormais des rapports mensuels détaillés sur la performance de la propriété, incluant les états financiers et les éventuels problèmes d'entretien. Le second changement était plus important. J'achetais l'immeuble qui abritait le jardin secret, le transformant de location en propriété. Cela nécessitera un capital important, a averti Philippe. J'ai souri. J'ai accès à des fonds. En réalité, j'avais vécu tranquillement au-dessous de mes moyens pendant des années. Les revenus locatifs des propriétés, combinés à ma retraite et à mes économies, avaient constitué un confortable pécule. Je n'avais jamais eu besoin d'y toucher, vivant simplement et trouvant du plaisir dans les petits plaisirs. Mais maintenant, pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à faire un geste financier important pour moi-même. L'achat a pris 6 semaines. Pendant ce temps, je me suis installé dans mon nouvel appartement, le meublant petit à petit avec des meubles que je choisissais pour leur beauté plutôt que pour leur côté pratique. J'ai acheté des plaids moelleux et de vraies plantes, du bon vin et des livres que j'avais envie de lire. Emma m'a appelé 2 fois,
sa petite voix me demandant quand je rentrais. Je lui ai dit que j'étais chez moi, dans mon nouveau logement, et qu'elle pourrait me rendre visite bientôt. Antoine n'a jamais appelé. Le jour où je suis officiellement devenu propriétaire du 47 rue des Bernardins, j'ai parcouru lentement le vieux quartier pour voir le bâtiment sous un nouveau jour. C'était une belle structure, en pierre du XVIIe siècle, avec de hautes fenêtres et des ferronneries ouvragées. Le jardin secret occupait le rez-de-chaussée, ses fenêtres luisant chaleureusement dans la lumière de l'après-midi. Je pouvais voir Antoine à l'intérieur, servant les clients avec l'attention passionnée qu'il avait toujours portée à son travail. Il semblait plus maigre que dans mes souvenirs, plus fatigué. Pendant un instant, j'ai ressenti l'attrait familier de l'inquiétude maternelle, l'envie d'entrer et de lui demander s'il mangeait assez, s'il dormait suffisamment. Mais j'ai résisté. Ce n'était plus à moi de terminer mon histoire. Je me suis rendu au bureau de la gérance et j'ai signé les derniers papiers. Philippe m'a remis les clés en s'inclinant légèrement. Félicitations, Madame Dubois. Vous êtes désormais propriétaire de l'un des plus charmants immeubles du quartier. Je tenais les clés dans ma paume, sentant leur poids. Merci, Philippe. J'aimerais apporter une dernière modification au contrat de gérance. Bien sûr. À compter de maintenant, je m'occuperai personnellement des relations avec les locataires. Vous pouvez continuer à gérer l'entretien et les aspects financiers, mais toute communication avec le locataire du café doit m'être adressée. Philippe hocha la tête en prenant note. Dois-je informer monsieur Laurent du changement de propriétaire? Pas encore, répondis-je. Je m'en occuperai moi-même le moment venu. Le moment arriva plus tôt que prévu. 2 semaines plus tard, Philippe m'appela, paniqué. Madame Dubois, nous avons un problème. Le locataire du café a demandé un rendez-vous pour agrandir son établissement. Il souhaite également louer l'appartement au-dessus du café, afin d'y créer un restaurant complet avec cuisine. Je restai silencieux un long moment. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que je devais consulter le propriétaire. Il semblait frustré. Il a dit qu'il essayait de contacter le propriétaire depuis des mois au sujet de diverses améliorations et qu'il en avait assez de passer par des intermédiaires. J'imaginais l'expression d'Antoine, la façon dont sa mâchoire se serrait face aux obstacles bureaucratiques. Il avait toujours été impatient face à ce qu'il considérait comme des complications inutiles. Planifier la réunion, ai-je finalement dit. Mardi prochain à 15 heures. Dites-lui que le propriétaire viendra en personne. Philippe resta silencieux. Madame, êtes-vous certaine de vouloir vous en occuper vous-même? J'en suis certain. Ce mardi-là, j'étais habillé avec soin, vêtu de mon plus beau costume bleu marine et du collier de perles que Robert m'avait offert pour nos 25e ans. Je suis arrivé au café 5 minutes en avance et j'ai choisi une table dans un coin où je pouvais observer sans être immédiatement remarqué. Antoine était dans son élément, se déplaçant d'une table à l'autre avec une aisance maîtrisée, discutant avec les habitués et veillant à la perfection de chaque détail. Il avait toujours été perfectionniste, même enfant, le genre de garçon qui reconstruirait une tour de Lego si une brique était légèrement de travers. En le regardant travailler, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la fierté pour son talent et son dévouement évident. De la tristesse pour la distance qui s'était creusée entre nous. Et autre chose, une sorte de détachement paisible, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. À 15 heures précises, Philippe est arrivé avec une mallette et une expression nerveuse. Il m'a immédiatement repéré et s'est approché avec une attitude évidente. Soulagement. Madame Dubois, êtes-vous prête? J'ai hoché la tête en me levant et en lissant ma jupe. Commençons. Philippe s'est dirigé vers le comptoir et a parlé doucement à Antoine, qui a jeté un coup d'œil dans notre direction avec un intérêt poli. Lorsque Philippe m'a fait signe, le visage d'Antoine a changé brusquement. Confusion, reconnaissance, choc, et enfin, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Il s'est approché de notre table lentement, son pas assuré habituel remplacé par des pas hésitants. « Maman » a-t-il dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Que faites-vous ici » J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi. « Veuillez vous asseoir. Nous avons des affaires à discuter. » Antoine a regardé Philippe et moi, luttant visiblement pour comprendre la situation. « Affaire ? Quelle affaire ?» Philippe s'éclaircit la gorge.
Monsieur Laurent, je vous présente Madame Dubois, la propriétaire de cet immeuble. Le visage d'Antoine se vida. Il s'affaissa sur sa chaise comme si ses jambes l'avaient lâché. Propriétaire? Mais je croyais. Vous pensiez que le propriétaire était une société anonyme, terminai-je doucement. Et depuis 2 ans, vous payez un loyer à une société de gestion sans savoir où cet argent est finalement passé. Les mains d'Antoine agrippèrent le bord de la table. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Pour le café, pour cet immeuble? Je le savais avant même que vous ayez signé votre premier bail, dis-je. L'immeuble m'a été légué par monsieur Bernard, mon ancien employeur. Je suis propriétaire depuis plus de 30 ans. Il me fixa avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer. Tu le savais, et tu n'as jamais rien dit? Je ne voulais pas envenimer ta fierté, dis-je. Tu étais tellement déterminé à réussir seul, et je pensais protéger ton indépendance. Protéger la mienne? Sa voix s'éleva légèrement, puis redevint un murmure lorsqu'il se souvint que nous étions dans son café, entouré de ses clients. Tu vis de mes loyers. En partie, oui. Plus les revenus de 2 autres propriétés et ma retraite. Antoine secoua la tête, comme pour s'éclaircir les idées. C'est impossible. Tu vivais dans mon sous-sol. Tu étais pratiquement sans ressources. Je n'ai jamais été sans ressources, dis-je doucement. J'ai choisi de vivre simplement tout en aidant ma famille. Il y a une différence. Philippe toussa délicatement. On devrait peut-être discuter de la demande d'agrandissement? Antoine le regarda comme s'il avait oublié sa présence. Agrandissement? Je ne peux pas penser à l'agrandissement pour le moment. Prends ton temps, dis-je. Mais pendant que tu réfléchis, je dois te dire que j'ai pris des décisions concernant la propriété. Quelque chose dans mon ton a dû l'alarmer, car son regard s'est soudain aiguisé. Quel genre de décision? Je vends l'immeuble, dis-je simplement. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Le visage d'Antoine passa du pâle au cendré. Vendre? Mais mon bail. Mon entreprise. Tu ne peux pas. Je peux, dis-je, non sans gentillesse. Je suis le propriétaire. Mais je veux être juste. Je vous offre un droit de préemption. Si vous pouvez égaler le prix que je demande, l'immeuble est à vous. La bouche d'Antoine resta silencieuse un instant. Quel prix? Je donnai un chiffre juste mais substantiel, plus que ce que la plupart des petits entrepreneurs pourraient se permettre, mais pas impossible pour quelqu'un avec un bon crédit et un business plan solide. Les épaules d'Antoine s'affaissèrent. Je n'ai pas cet argent. Le café marche bien, mais j'ai tout réinvesti dans l'entreprise. Je ne pourrais pas obtenir un prêt de ce montant. Je comprends, dis-je. Alors je mettrai l'immeuble en vente la semaine prochaine. Le nouveau propriétaire honorera votre bail actuel, mais au-delà, je ne peux rien promettre. Maman, dit Antoine, et pour la première fois depuis que j'étais entré dans le café, sa voix exprimait une véritable émotion. S'il vous plaît. Cet endroit est ma vie. Mon rêve. Vous savez combien il compte pour moi. Je sais, dis-je. Tout comme vous savez combien ma famille comptait pour moi. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. C'est à propos de la facture de loyer, n'est-ce pas? Vous me punissez. Non, dis-je en me levant et en ramassant mon sac à main. C'est à propos de moi qui me choisis enfin. Je me dirigeai vers la porte, m'arrêtant juste avant de l'atteindre. Antoine, vous avez construit quelque chose de magnifique ici. J'espère que vous trouverez un moyen de le conserver. Dehors, Philippe me rattrapa sur le trottoir. Madame, êtes-vous certaine de cette décision? Cela me semble assez radical. Je me retournai vers le café, où Antoine était assis seul à la table, la tête entre les mains. Philippe, parfois, la chose la plus aimante qu'on puisse faire, c'est de cesser de favoriser l'égoïsme des autres. L'immeuble fut vendu en un mois à un jeune couple qui projetait d'en faire un hôtel-boutique. C'étaient des gens bienveillants qui proposèrent à Antoine un nouveau bail à un loyer légèrement plus élevé, mais il rencontrait des difficultés financières. Les projets d'agrandissement avaient été abandonnés et plusieurs clients réguliers avaient remarqué son changement d'attitude. J'ai appris ces détails par Emma,
qui avait commencé à passer les samedis après-midi avec moi dans mon nouvel appartement. Sophie avait accepté les visites avec une certaine réticence, mais Emma insista si fort qu'il devint plus facile d'accepter que de refuser sans cesse. Papa a l'air tout le temps triste maintenant, me dit Emma un samedi alors que nous préparions des biscuits ensemble. Il ne chante plus quand il cuisine. Les adultes traversent parfois des périodes difficiles, dis-je prudemment. Ton papa traverse des moments difficiles. Est-ce parce que tu as déménagé? Je m'agenouillai à sa hauteur, les mains saupoudrées de farine. Non, ma chérie. J'ai déménagé parce que j'avais besoin de prendre soin de moi. Ce n'est pas la faute de ton papa, et ce n'est pas la tienne non plus. Elle hocha la tête solennellement, même si je n'étais pas sûr qu'elle comprenne bien. Reviendras-tu vivre avec nous un jour? Non, dis-je doucement. Mais tu peux me rendre visite quand tu veux. C'est la maison de ta grand-mère maintenant. Elle parcourut du regard l'appartement lumineux avec ses murs jaunes vifs et ses plantes à chaque fenêtre. C'est joli ici. Ça sent les biscuits et les fleurs. C'est parce qu'on le fait sentir comme ça, dis-je. Quand on s'approprie un espace, on peut le remplir de ce qui nous rend heureux. 3 mois après la vente, Philippe m'appela avec une nouvelle inattendue. Madame Dubois, je pensais que vous devriez le savoir, le jardin secret ferme le mois prochain. J'éprouvai une pointe de regret. Que s'est-il passé? Les nouveaux propriétaires ont augmenté le loyer comme prévu, mais M. Laurent a du mal à honorer ses paiements. Il a aussi des problèmes de personnel, son adjoint a démissionné et il travaille seul la plupart du temps. Il a l'air épuisé. J'ai remercié Philippe et raccroché, puis je me suis assis dans ma cuisine, contemplant le petit jardin que je cultivais. Depuis mon départ du sous-sol d'Antoine, j'avais reconstruit ma vie petit à petit. J'avais rejoint un club de lecture, commencé des cours d'aquarelle et me suis lié d'amitié avec mes voisins. Pour la première fois depuis des années, je vivais pour moi-même. Mais la fermeture du café a fait ressurgir des sentiments complexes. Je n'avais jamais eu l'intention de détruire le rêve d'Antoine, seulement de reprendre ma place. L'intersection de ces deux objectifs avait eu des conséquences que je n'avais pas pleinement anticipées. Ce soir-là, j'ai appelé ma fille Marie, qui vivait à Marseille avec sa famille. Marie avait toujours été la conciliatrice de mes enfants, celle qui essayait d'apaiser les tensions familiales. « Maman, j'ai entendu parler du café d'Antoine, » dit-elle avant même que je puisse lui expliquer la raison de mon appel. « Il m'a appelé hier. Il est vraiment en difficulté. » « Je sais, » dis-je. « Je suis désolé d'en être arrivé là. »« Et toi? Désolé, je veux dire ?» La voix de Marie était douce mais inquisitrice. « Parce que vu de l'extérieur, on dirait que tu as orchestré toute cette histoire pour te venger. » Je restai silencieuse un long moment. « Marie, savais-tu que ton frère m'avait donné une facture de loyer pour vivre dans son sous-sol? Après 2 ans passés à m'occuper de ses enfants et à gérer son foyer? Il a parlé d'officialiser l'arrangement. Il m'a tendu un papier disant que je lui devais 600 € par mois ou que je devais partir. Après tout ce que j'avais abandonné pour aider sa famille. » Marie soupira. « Il a toujours été insouciant sur le plan émotionnel. Tu le sais bien. » « L'insouciance, c'est oublier de venir pour son anniversaire, » dis-je. « Traiter sa mère comme une locataire, c'est autre chose. »« Alors c'est une vengeance. »« Non, » dis-je, surprise par mon assurance apparente. « C'est moi qui comprends enfin que je ne peux pas aimer quelqu'un pour qu'il m'aime en retour. J'ai passé 2 ans à essayer de me faire une place dans cette famille, et Antoine m'a clairement fait comprendre que ma place dépendait de mon utilité. Quand j'ai cessé d'être utile, je suis devenue un fardeau. » Marie resta silencieuse un moment. « Et maintenant? » »« Maintenant, je vis ma vie. J'ai 71 ans, Marie. J'ai passé 50 ans à faire passer les besoins des autres avant les miens. Il est temps d'essayer autre chose. Et Antoine? Antoine est un adulte qui a ses propres choix. Peut-être que la perte du café lui apprendra quelque chose sur le prix à payer quand on prend les gens pour acquis. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à moi de régler le problème. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon jardin au coucher du soleil, réfléchissant à la responsabilité et à l'amour, et à la différence entre les deux. J'avais longtemps confondu les deux, croyant que l'amour consistait à absorber les problèmes des autres et à sacrifier mes propres besoins aux leurs.
Mais assis dans mon espace, entouré de plantes que j'avais choisies et entretenues, j'ai commencé à comprendre qu'un amour sans limite n'est pas de l'amour du tout, c'est juste une autre forme de servitude. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui m'a surpris moi-même. J'ai appelé mon conseiller financier et j'ai organisé la liquidation de certains placements. Puis j'ai contacté un avocat pour créer une fondation. La Fondation Marie-Claire Dubois pour les grands-mères en transition a été créée 3 mois plus tard. Sa mission était d'apporter un soutien financier et des services de conseil aux femmes âgées qui se retrouvaient soudainement dans le besoin de reconstruire leur vie, que ce soit suite à un divorce, un veuvage ou des changements familiaux. Je l'ai baptisé de mon nom, non par vanité, mais parce que je voulais que d'autres femmes sachent que leurs histoires comptaient, que leurs difficultés méritaient d'être abordées, que leur vie avait une valeur bien plus grande que son utilité pour les autres. La première bénéficiaire de la fondation était une femme de 73 ans, Brigitte, dont la fille l'avait placée contre son gré dans une maison de retraite et avait pris le contrôle de ses finances. Grâce à l'aide de la fondation, Brigitte a pu obtenir une représentation juridique et emménager dans un logement indépendant. Je pensais être trop vieille pour tout recommencer, m'a confié Brigitte lors de la première assemblée générale annuelle de la fondation. Vous m'avez montré que trop vieille n'est qu'un terme que les autres utilisent pour nous faire disparaître. En entendant ces mots, j'ai ressenti une satisfaction plus profonde que tout ce que j'avais connu depuis des années. Ce travail, aider les femmes à retrouver leur autonomie et leur dignité, me semblait être le but que je cherchais sans le savoir. Emma a continué à me rendre visite régulièrement, et petit à petit, elle a commencé à comprendre que la nouvelle vie de sa grand-mère était différente, mais pas diminuée. Elle m'a aidé à arroser les plantes, a appris à préparer des repas simples et à écouter des histoires sur mon enfance et mon mariage avec son grand-père. Papa m'a demandé de te demander quelque chose, m'a-t-elle dit un samedi, 6 mois après la fermeture du café. J'ai levé les yeux du livre que nous lisions ensemble. Que t'a-t-il demandé de demander? Il veut savoir si tu veux bien prendre un café avec lui. Il dit qu'il a quelque chose à te dire. J'ai réfléchi. Que penses-tu que je devrais faire? Emma a froncé les sourcils, concentrée. Maman dit que tu es en colère contre papa. L'es-tu? J'étais en colère, ai-je dit honnêtement. Mais la colère, c'est comme une fièvre, ça brûle fort et ça passe. Alors tu n'es plus en colère? Non, ma chérie. Je ne suis plus en colère. Alors tu devrais prendre un café avec lui. Le café rend tout meilleur. Ai-je ri en lui embrassant le haut du crâne. D'accord. Dis à ton papa que je le retrouve dimanche au café Margot à 10h. Le café Margot était un petit endroit de quartier où j'allais parfois lire le journal. C'était un territoire neutre, confortable mais pas intime, public mais pas impersonnel. Antoine était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table dans un coin, 2 tasses de café déjà commandées. Il paraissait plus âgé que dans mes souvenirs, plus buriné, mais aussi, d'une certaine manière, plus présent. L'énergie agitée qui l'avait toujours entouré semblait s'être stabilisée. « Maman » a-t-il dit en se levant à mon approche. « Merci d'être venue. » Je me suis assise en face de lui et j'ai accepté le café d'un hochement de tête. « Comment vas-tu, Antoine ?»« Je suis en train d'apprendre » a-t-il dit, ce qui n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Apprendre que perdre tout ce qu'on pensait vouloir peut parfois être exactement ce dont on a besoin. J'ai haussé un sourcil. C'est très philosophique pour 10h du matin. Il a souri, un vrai sourire, pas l'expression tendue qu'il avait lors de notre dernière rencontre. J'ai eu le temps de réfléchir. Beaucoup de temps. Et qu'en as-tu conclu? Antoine est resté silencieux un instant, remuant son café avec une attention inutile. J'en ai conclu que j'étais un co. Pas seulement pour la facture de loyer, mais pour tout. La façon dont je t'ai pris pour acquis, la façon dont je t'ai laissé sacrifier ta vie pour arranger la mienne, la façon dont je ne t'ai jamais demandé si tu étais heureux. Tu étais bouleversé, ai-je dit, ce qui était généreux mais vrai. J'étais égoïste, a-t-il corrigé. Les gens bouleversés peuvent quand même être reconnaissants. Les gens bouleversés peuvent quand même traiter leur mère avec respect. J'ai siroté mon café en attendant. Quand j'ai perdu le café, j'étais furieux. Contre toi, contre les nouveaux propriétaires, contre toute cette situation. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à voir les choses différemment.
J'ai réalisé que pendant 2 ans, tu vivais dans un sous-sol, à t'occuper de ma famille, et je m'étais convaincu que c'était normal. Que tu étais heureux. J'étais heureux, parfois, ai-je dit. J'adorais passer du temps avec les enfants. Mais tu n'étais pas heureux de vivre dans notre sous-sol. Non, ai-je admis. Je ne l'étais pas. Et quand je t'ai remis cette facture, je te disais en gros que tes 2 années de sacrifice ne valaient rien si tu ne pouvais pas me payer pour ce privilège. J'ai hoché la tête. C'est ce que j'ai ressenti. Les yeux d'Antoine se sont remplis de larmes. Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait. Tu ne peux pas réparer ça, ai-je dit en le regardant tressaillir. Mais tu peux en tirer des leçons. Que as-tu appris? Cet amour n'est pas censé vous rabaisser. Le véritable amour, celui qui en vaut la peine, vous encourage à devenir plus vous-même, pas moi. Antoine s'essuya les yeux avec une serviette. Je t'ai aimé, mais je t'ai mal aimé. Oui, dis-je. Tu l'as fait? Nous restâmes assis en silence un moment, buvant notre café et regardant la vie matinale du quartier défiler devant les fenêtres. Que fais-tu maintenant? Demandai-je finalement. Pour le travail, je veux dire. Je gère un restaurant dans le quartier des affaires. Ce n'est pas mon domaine, mais c'est un bon travail, et les propriétaires sont des gens bien. J'apprends à gérer une entreprise sans la pression de la propriété. Et Sophie? Les enfants? Sophie travaille à temps partiel dans une agence de marketing. Elle est bien plus heureuse avec ses propres revenus et sa propre identité. Et les enfants? Il marqua une pause en souriant. Tu manques terriblement aux enfants. Surtout Emma. Je vois Emma tous les samedis. Je sais. Et je lui en suis reconnaissant. Elle rentre de chez toi rayonnante, elle parle des biscuits que tu as préparés ou de l'histoire que tu as lue. Elle n'a jamais autant rayonné après avoir passé du temps avec moi. Les enfants ont besoin de choses différentes selon les personnes, dis-je. Tu lui apportes sécurité et structure. Je lui donne attention et fantaisie. Les deux sont importants. Est-ce que tu... commença Antoine, puis s'interrompit. Envisagerais-tu de passer plus de temps avec eux? Avec nous? Pas vivre avec nous, ajouta-t-il rapidement, mais faire partie de nos vies, pour de vrai. J'y réfléchis. À quoi cela ressemblerait-il? Des dîners du dimanche, peut-être. Des vacances en famille. Être impliqué dans les décisions concernant la vie des enfants. Être traité comme la personne importante que tu es plutôt que comme un simple prestataire de service. Et si je disais non? Le visage d'Antoine était impassible. Alors je l'accepterais. Et je garderai l'espoir qu'un jour tu changeras d'avis. Je ne suis plus la même personne qui a emménagé dans ton sous-sol, dis-je. J'ai ma propre vie maintenant. Mes propres centres d'intérêt et engagement. Je sais. Emma parle tout le temps de ta fondation. Elle est très fière de sa grand-mère qui aide d'autres grand-mères. Es-tu fière de moi? La question est venue avant que je puisse la retenir, et j'ai réalisé que malgré tout, je voulais toujours son approbation. Antoine s'est penché par-dessus la table et m'a pris la main. Maman, j'ai toujours été fière de toi. Même quand j'étais trop stupide pour le montrer. Nous avons terminé notre café et avons marché lentement dans le quartier, discutant de choses et d'autres, la météo, l'école des enfants, son nouveau travail. C'était prudent mais sincère, comme le début de quelque chose de différent. Arrivé à mon immeuble, Antoine s'est arrêté. Maman, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais tu crois qu'on pourrait réessayer? Pas comme avant, mais quelque chose de nouveau? J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé et j'ai vu non pas l'homme irréfléchi qui m'avait tendu une facture de loyer, mais quelqu'un qui avait été forcé d'examiner son propre comportement et qui l'avait trouvé décevant. On peut essayer, ai-je dit. Mais il y aura des conditions. Nommez-les. Premièrement, je ne suis pas votre solution de garde d'enfants. J'aime passer du temps avec les enfants, mais ce sera à mes conditions, quand je le choisirai, pas parce que vous avez besoin d'une couverture. D'accord. Deuxièmement, je ne serai pas votre aide ménagère. Je suis heureuse de cuisiner de temps en temps ou d'aider pour les occasions spéciales, mais je ne suis pas votre femme de ménage. D'accord. Troisièmement, mon temps et ma présence sont des cadeaux, pas des obligations.
Si tu recommences à me prendre pour acquis, je cesserai tout simplement de participer. D'accord. Et enfin, nous aurons des conversations honnêtes sur notre relation. Plus besoin de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Antoine hocha la tête solennellement. Je comprends. Et maman? Merci de me donner une autre chance. Je ne te donne pas une autre chance, dis-je, le surprenant. Je nous donne une autre chance. Il y a une différence. C'était il y a 18 mois. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin, à regarder le soleil de fin d'après-midi passer à travers la treille que j'ai plantée au printemps dernier. Emma est à mes côtés, m'aidant à écosser des petits pois pour le dîner de ce soir. Elle a 9 ans maintenant, elle est grande et sérieuse, et a des opinions sur tout, de la politique à la sauce pour pâtes. Grand-mère, dit-elle, maman dit que tu vivais dans notre sous-sol. C'est vrai? Je marque une pause dans mon égrenage. Oui, ma chérie. Pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que ton papa avait besoin d'aide, et je pensais que c'était le seul moyen de la lui apporter. Elle réfléchit. Mais tu as ta propre maison maintenant. Oui. Et tu es plus heureux ici? Beaucoup plus heureux. Bien, dit-elle avec le ton ferme qu'elle a hérité de son père. Les gens devraient vivre là où ils sont le plus heureux. Antoine apparaît par le portail du jardin, un bouquet de tournesols du marché à la main. Il m'apporte des fleurs tous les dimanches maintenant, non par obligation, mais parce qu'il a appris que les petits gestes comptent. Comment vont mes 2 dames préférées? Demande-t-il en embrassant d'abord ma joue, puis celle d'Emma. On écosse des petits pois, l'informe Emma. Et on parle de bonheur. Une excellente combinaison, dit Antoine en s'installant sur le 3e fauteuil que je lui propose toujours. Quelle conclusion en as-tu tiré? Que grand-mère a eu raison de déménager chez elle, dit Emma. Et que tu as eu tort de lui faire payer un loyer. Le visage d'Antoine rougit légèrement. Depuis 1 an, Emma a pris la fâcheuse habitude d'aller droit au but dans les complications des adultes. Oui, dit-il simplement. J'avais tort. Mais tu vas mieux maintenant, poursuit Emma d'un ton neutre. Maman dit que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Ta maman est très sage, dis-je, ce qui fait rayonner Emma. Sophie apparaît dans le jardin, portant Lucas, qui a maintenant 4 ans et se pose des questions sur tout. Elle me fait un signe de tête polie. Nous ne serons jamais de bons amis, mais nous avons trouvé le moyen de cohabiter respectueusement. Tu restes dîner? Demande-t-elle. Si tu veux, dis-je. On serait ravis, s'empresse de dire Antoine. J'ai fait ce ragoût de poisson que tu aimes. Nous mangeons ensemble à la petite table de leur cuisine, les enfants papotant de l'école et des amis tandis que les adultes naviguent au rythme tranquille du dîner en famille. Après, j'aide à ranger, non pas parce que je dois le faire, mais parce que j'en ai envie. En partant, Antoine m'accompagne jusqu'au portail du jardin. Maman, dit-il, sache que j'y pense parfois. À ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été propriétaire de l'immeuble. Si tu avais juste été une locataire ordinaire, sans autre ressource. Que penses-tu qu'il se serait passé? Je pense que tu aurais payé le loyer. Tu aurais trouvé un moyen, d'une manière ou d'une autre, parce que tu nous aimais. Et je t'aurais laissé faire. J'acquiesce. Probablement. Et j'aurais détruit quelque chose de précieux sans même m'en rendre compte. Oui, dis-je. Tu l'aurais fait. Donc, d'une certaine manière, la perte du café nous a sauvés tous les deux. J'y réfléchis. La perte du café t'a appris quelque chose d'important sur le prix à payer quand on prend les gens pour acquis. Mais Antoine, tu n'as pas perdu le café parce que j'étais propriétaire de l'immeuble. Tu l'as perdu parce que tu n'étais pas prêt à assumer la responsabilité de la propriété, financière ou émotionnelle. Il hoche lentement la tête. Je le sais maintenant. Et j'ai appris quelque chose d'aussi important, je continue. J'ai appris que je ne peux pas aimer quelqu'un au point de m'aimer correctement. Je ne peux qu'aimer cette personne, et si elle ne reçoit pas cet amour avec respect, je peux choisir de le rediriger ailleurs. À tes fondations. À mes fondations, à mon jardin, à moi-même. L'amour ne doit pas être gaspillé pour des gens qui ne savent pas le chérir. Antoine reste silencieux un instant. Tu crois que je sais le chérir maintenant? J'observe son visage dans la lumière déclinante. Tu apprends. C'est ce qui compte.
En rentrant chez moi par les rues tranquilles, je repense à l'étrange parcours qui m'a amené ici. Il y a 2 ans, j'étais une femme qui s'était perdue au service des autres, qui croyait qu'aimer signifiait se faire plus petite pour que les autres se sentent plus grands. Maintenant, je suis une femme qui possède son propre espace, qui a un travail qui compte, qui a appris la différence entre aimer et permettre. Je suis une femme qui a découvert que l'acte le plus révolutionnaire qu'une femme âgée puisse accomplir est d'insister sur sa propre valeur. La fondation est florissante. Nous avons aidé 43 femmes à reconstruire leur vie, et la liste d'attente ne cesse de s'allonger. J'ai embauché 2 membres du personnel à temps partiel, toutes 2 des femmes de plus de 60 ans qui avaient besoin d'un travail significatif après leur propre transition de vie. Mon appartement est devenu un havre de paix, rempli de livres, de plantes et du son de mon choix. Je me réveille chaque matin dans mon propre lit, dans mon espace, responsable uniquement de moi-même et de la journée à venir. Mais le plus important, c'est peut-être que j'ai appris que l'amour familial n'a pas besoin d'être inconditionnel pour être réel. Les conditions que j'ai posées à Antoine, respect, réciprocité, communication honnête, n'ont pas affaibli notre relation. Elles l'ont plutôt renforcée. La semaine dernière, il m'a appelé non pas parce qu'il avait besoin de quelque chose, mais parce qu'il voulait me parler d'un client difficile qu'il avait bien géré au travail. Je pensais que tu serais fier, a-t-il dit, et je l'étais. Non pas parce qu'il avait accompli quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'il avait pensé à partager sa petite victoire avec moi. Ce sont ces moments qui comptent maintenant, se fonder sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation, sur le choix plutôt que sur le besoin. Assise dans ma cuisine avec une tasse de thé et le journal du lendemain, je pense à la femme qui a fait 3 valises et a quitté le sous-sol de son fils il y a 18 mois. Elle était blessée, en colère et déterminée à prouver son point de vue. Mais elle était aussi, sans vraiment le savoir, prête à découvrir qui elle pourrait devenir en cessant d'essayer d'être tout pour tout le monde. La facture de loyer qui ressemblait à une telle trahison était en fait un cadeau, un rappel brutal mais nécessaire que l'amour sans limite n'est pas de l'amour du tout. Et le café dont je ne lui ai jamais parlé? Il n'a jamais vraiment été question d'argent, de pouvoir ou même d'ironie. Il s'agissait d'apprendre que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de permettre aux gens de subir les conséquences de leurs choix. Antoine a perdu son café, mais il a gagné quelque chose de plus précieux. Savoir que les relations nécessitent des soins, qu'aimer est un verbe, pas seulement un sentiment, et que prendre les gens pour acquis est un luxe qu'aucun d'entre nous ne peut se permettre. J'ai perdu mon rôle de mère infiniment généreuse, mais je me suis gagné mon propre espace, mon propre but, ma propre compréhension de ce à quoi devrait ressembler l'amour. Et en nous perdant et en nous retrouvant, nous avons découvert une nouvelle façon d'être une famille. Non pas l'arrangement désespéré et déséquilibré que nous avions auparavant, mais quelque chose de plus honnête et donc de plus durable. La prochaine réunion du conseil d'administration de la Fondation aura lieu jeudi. J'ai 3 nouvelles candidatures à examiner, dont celle d'une femme dont l'histoire ressemble étrangement à la mienne, une grand-mère qui a renoncé à son indépendance pour aider sa famille, pour finalement se retrouver traitée comme une employée plutôt que comme une parente. J'écouterai son histoire avec l'attention qu'elle mérite et je l'aiderai à trouver le chemin d'une vie à sa mesure. Car c'est ce que nous faisons désormais, nous, les femmes qui avons appris à nous choisir sans nous excuser. Nous nous sauvons les unes les autres, une histoire à la fois. Et parfois, avec beaucoup de chance, nous nous sauvons nous-mêmes au passage. Ce soir, j'arroserai mes plantes, je lirai mon livre et je dormirai dans mon lit, dans mon espace personnel. Demain, je m'éveillerai à des possibilités qui m'appartiennent entièrement. Voilà ce que signifie avoir 73 ans et être libre. Voilà ce que signifie enfin retrouver sa place.